Bonjour, est-ce que Maria, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran Oui, oui, ça va. en grand, en grand? Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait, Christine. D'accord, ok. Hein? Non, c'est pas parfait. Hein? Hein? Alors, Merci. Could you please make me Ini bisa co-host? selesai mana juga? I Ah, I have can you mute hai, those? di research for life. Hai, Juste, je vais me unmuter. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va commencer directement le webinaire puisque je pense que tout le monde est arrivé sur la présentation avec malheureusement le petit retard qu'on a eu. Je vais pas trop regarder le chat, mais si vous voulez écrire de quel pays vous êtes, de façon à savoir un petit peu qui a pu venir participer aujourd'hui à ce webinaire. Et puis en fin de session, vous pourrez évidemment poser vos questions par le biais du webinaire et ma collègue va les collecter et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Donc je me présente, je m'appelle Christine Fresnel, je travaille à l'OMS, donc à l'Organisation mondiale de la santé, depuis plus de 15 ans. Et entre autres, je réponds au helpdesk, donc aux questions qui arrivent au helpdesk. Aujourd'hui, le petit tour d'horizon que nous allons faire pour Research for Life, c'est regarder quels sont les critères d'éligibilité, comment s'inscrire, les règles d'utilisation, l'accès à Research for Life et comment obtenir notre aide. Et dans un deuxième temps, nous irons en live voir un petit peu le nouveau portail, voir comment faire des recherches au niveau des revues, des éditeurs, des bases de données, des sources de référence, de toutes les ressources qui sont dans Research for Life, naviguer par sujet également et d'autres fonctions qui sont nouvelles à ce nouveau portail, comme l'offre par pays. Donc, juste pour refaire un petit tour historique de Research for Life. Donc, Research for Life existe depuis 2002 avec INARI et ensuite l'Organisation mondiale de la... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai juste un petit... L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation internationale du travail se sont joints à Research for Life. Donc maintenant, nous sommes 5 organisations internationales avec tous les partenaires, tous les éditeurs de ce monde, ainsi que des universités américaines qui nous aident à rendre ce programme possible. Donc l'objectif étant de réduire l'écart des connaissances entre les pays à haut revenu et les pays à plus faible revenu ou revenu intermédiaire. Donc là, il s'agit du lien de Research for Life du site web. Donc je vous invite à regarder souvent sur le site web parce qu'il y a toutes les dernières informations et également tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est disponible sur le site en français. Donc vous reconnaîtrez facilement les 5 programmes. Donc on va parler de collection dorénavant avec le nouveau portail. La terminologie a un petit peu changé. Donc on parlait de programme, aujourd'hui on parle de collection. Donc la collection Inari c'est en santé, Agora agriculture, Oare environnement, Hardy innovation et Goali le droit. L'admissibilité des pays, donc pour savoir si votre pays est admissible ou pas à Research for Life. Donc il y a différents critères, dont 5 qui apparaissent à l'écran. Il y a également des sous-critères à ces critères, donc on ne va pas aller dans le détail. Je vous invite à regarder le site web si vous voulez plus de détails concernant ces critères de sélection des pays. Ces critères sont regardés annuellement. Donc, il y a un comité de Research for Life qui se réunit pour revoir ces critères et revoir la liste des pays.
Donc le plus simple, c'est quand même de regarder la liste des pays du groupe A et du groupe B afin de savoir si votre pays est admissible ou pas. Les catégories d'institutions éligibles sont les universités nationales, les écoles professionnelles de médecine, agriculture, pharmacie, santé publique, ingénierie, etc. Les instituts de recherche, les hôpitaux universitaires et les centres de santé, les administrations publiques, les bibliothèques nationales, les centres de vulgarisation agricole et les organisations non gouvernementales locales. Donc voilà, là j'ai tout cité parce que c'est important pour nous que vous sachiez bien qui est éligible. Donc il y a deux listes, une liste des pays du groupe A et des pays du groupe B. Donc on voit la majorité des pays en Afrique sont du groupe A et il y en a quelques-uns du groupe B comme le Gabon. Et donc en bleu les groupes A, en jaune le groupe B. Donc moyennant une cotisation de 1 500 $ pour les groupes B, vous avez accès à toutes les ressources de Research for Life. L'inscription pour Research for Life, alors il est important avant de vous inscrire déjà de bien lire, il y a un guide bien détaillé de comment s'inscrire et notamment pour vérifier au préalable si votre établissement n'est pas déjà inscrit à Research for Life, pour ne pas faire une double inscription ou si vous n'êtes pas au courant que votre institution est éligible, bien se renseigner auprès de votre bibliothécaire ou de votre directeur. Donc cette liste, je vais vous peut-être, parce que je pense que c'est important de regarder ensemble. Donc là, par exemple, je suis sur le site web de Research for Life et non, pardon, je vais mettre en français. Voilà. Donc voilà, les institutions enregistrées. Donc ce sont toutes les universités qui sont déjà. La liste ne monte pas. Ah, ok. Alors. Ok, I know why. Ok, thanks. Et vous pouvez la voir maintenant? Oui. Ah, excellent. Merci beaucoup. Alors, cette liste des universités, je vais juste revenir en arrière. Donc là, vous êtes sur le site de Research for Life. Et donc là, je vous parlais des critères d'admission. Comment s'enregistrer? Vous avez le guide. Et les institutions enregistrées, vous avez une longue liste. Et vous pouvez trier par nom de l'institution ou par ville ou par pays. Donc parfois le nom de l'institution est différent de celle de la vôtre parce que ça peut être l'université mère par exemple qui est enregistrée. Mais il faut d'abord vous renseigner auprès de votre bibliothécaire pour être sûr que votre institution est déjà inscrite ou pas. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce sont donc votre bibliothécaire et le directeur qui recevront un message de bienvenue avec le nom d'utilisateur et le mot de passe et les instructions pour accéder aux ressources. La personne qui s'inscrit n'est pas forcément le bibliothécaire, mais cette personne-là ne recevra pas les mots de passe. C'est uniquement le directeur et le bibliothécaire. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à ce slide? Non, je ne pense pas. Si vous avez un doute, si alors les universités, vous avez une liste. Par contre, pour les autres établissements, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes déjà inscrit, envoyez-nous un message au helpdesk. Et comme ça, on vérifie au préalable. Surtout la personne qui va s'inscrire, il faut s'attendre à une attente de 15 jours à 3 semaines avant que vous receviez le mot de passe et le nom d'utilisateur, puisque nous vérifions toutes les inscriptions en détail. Et il ne faut pas nous renvoyer une demande d'inscription parce que sinon ça fait des doublons et nous recevons énormément
d'inscription tous les jours. La politique d'utilisation de Research for Life, donc le bibliothécaire et le directeur reçoivent une licence en anglais, malheureusement elle n'est pas en français, mais elle est détaillée, donc il faut bien la lire et la signer et nous la retourner. C'est une licence qui nous lie Research for Life, tous les éditeurs et les institutions. Si vous avez des questions par rapport à la licence, nous avons un Frequently Asked Question, les questions les plus fréquemment posées en français, disponibles sur le site web, où il y a quelques questions qui reviennent le plus souvent au helpdesk, auxquelles nous avons répondu à travers ce FAQ. Donc vous avez aussi le modèle de licence en anglais disponible que vous trouverez également sur le site web de Research for Life. L'accès à Research for Life se fait de deux manières. Donc la plus classique, je dirais, c'est par nom d'utilisateur et le mot de passe reçu par votre bibliothécaire et vos directeurs qui doivent le distribuer au sein de l'institution, tout en sachant les règles d'utilisation. Ou alors par reconnaissance de l'adresse IP institutionnelle de votre institution. Nous préconisons cette nouvelle façon de faire puisque ça permet aux utilisateurs de ne pas utiliser de mot de passe. Donc, plus besoin de distribuer le mot de passe à travers IP. Une fois que vous êtes sur votre institution et vous vous loguez, vous arrivez directement aux ressources de Research for Life. Pour enregistrer vos IP, nous travaillons avec un organisme qui est l'IP Registry. Il faut au préalable donc enregistrer les adresses IP de votre institution sur leur site web. Donc là, je l'ai mis entre parenthèses, c'est theipreregistry.org. Et c'est la première étape pour pouvoir valider votre IP. Une fois que votre IP est validé par l'IP Registry, vous pouvez prévenir notre helpdesk. Donc là, vous avez l'adresse de notre helpdesk, c'est researchforlife@researchforlife.org. Et à ce moment-là, nous pouvons enregistrer vos IP de notre côté. Mais il faut absolument passer d'abord par l'IP Registry. La connexion persistante, donc justement, elle est possible quand votre institution est enregistrée avec ses IP institutionnels. La connexion persistante, cela vous permet, une fois que vous êtes dans votre institution, vous vous connectez soit à votre téléphone portable ou avec votre ordinateur portable. Vous êtes directement connecté parce que vous êtes reconnu sous l'IP de votre organisation. Vous rentrez le soir et vous gardez cette connexion pendant une durée de 3 mois. Donc, cela vous permet, alors il faut bien sûr utiliser le même browser, le même ordinateur ou le même téléphone avec lequel vous vous êtes connecté au préalable. Cela vous permet en effet de pouvoir, si vous avez des durées où vous devez rester chez vous, vous ne pouvez pas vous rendre à l'institut, vous pouvez tout de même accéder aux ressources en ligne. Alors après, si vous nettoyez vos cookies ou si vous n'utilisez pas le même browser, vous n'arriverez pas à vous connecter. Donc soit vous devez retourner à l'institut, vous reconnecter avant de repartir chez vous pour avoir la connexion. Pour obtenir notre aide, donc c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer un message à researchforlife@researchforlife.org. Ce qui est important, c'est pour nous aider à vous répondre correctement, en fait, on vous demande de nous envoyer votre nom d'institution et au moins votre pays. Comme ça, on peut vous localiser afin de vous aider du mieux possible. Aussi, si vous connaissez le nom d'utilisateur, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie de recevoir également quand vous nous envoyez un email. Après, si c'est pour nous demander votre mot de passe, donc là, non, on ne distribue pas le mot de passe aux utilisateurs, mais uniquement aux bibliothécaires. Si vous êtes bibliothécaire et vous ne connaissez pas le mot de passe, là, on vous répondra, mais au préalable, on vous demandera si ça a changé de bibliothécaire, on va reprendre les nouveaux contacts et les enregistrer dans notre base de données pour pouvoir vous renvoyer un message de bienvenue avec toutes les informations dont vous avez besoin.
Si vous avez des problèmes de connexion à certaines des ressources dont vous avez accès normalement, le mieux c'est quand même de nous envoyer une capture d'écran de votre problème afin qu'on puisse le répliquer de notre côté pour vous aider du mieux possible. Après, si vous avez des problèmes aussi de connexion, d'authentification, là, je vais vous montrer aussi, j'utilise souvent une fenêtre privée, comme ça les cookies ne sont pas reconnus et vous pouvez lancer votre session. Le problème, c'est que si vous avez plusieurs browsers d'ouverts et que vous utilisez un browser puis un autre, souvent il y a un problème d'authentification et donc là, ça pose un problème. Donc, il faut tout fermer, ouvrir une fenêtre privée dans un browser et vous reconnecter. Ça, c'est un petit tip que nous recevons souvent au helpdesk. Donc, nous allons voir maintenant, c'est la deuxième partie de la présentation, c'est comment accéder au portail unifié et puis qu'est-ce qui a changé par rapport au portail précédent. Donc déjà, ce qui a changé, c'est qu'il y a un portail unifié avec les 5 collections, les 5 programmes, mais également 2 autres connexions possibles uniquement pour Agora et Hardy. Alors, on va juste... donc là, c'est pour vous connecter à Research for Life. Je vais juste montrer en live. Donc voilà, pour revenir à l'écran principal, vous pouvez cliquer sur le logo de Research for Life et vous arrivez toujours au départ. Et donc, je vais le mettre en français, voilà, accéder au contenu. Donc, vous vous connectez. Donc ici, vous voyez, vous avez une silhouette avec un rond noir autour. Donc, vous n'êtes pas connecté. Donc là, on va se connecter. Donc là, j'ai pris une connexion qui c'est un in-area training. Et là, on voit le détail, donc National Non-Governmental Organization Full. Donc là, j'ai accès à tout parce que je suis connectée en tant que trainer ou formateur. Voilà, donc vous, pareil, dans votre institution, une fois que vous êtes connecté, vous voyez la silhouette devient blanche et vous avez le détail de votre institution. Ce qui peut être important parfois parce que vous ne savez pas si vous êtes une université, un hôpital, un centre de formation. Voilà, vous pouvez regarder cette information ici. Donc là, c'est ce que nous venons de faire. Et maintenant, voilà, donc vous avez le contenu. Donc vous avez une liste des contenus disponibles dans Research for Life. Donc cela va des revues aux recherchés par sujet. Vous avez un nouvel onglet également qui s'appelle Ressources récentes, qui vous permettra de voir quels sont les nouveaux éditeurs qui viennent de rentrer ou les nouvelles ressources qui viennent de rentrer dans Research for Life. Donc, si vous n'en avez pas, s'il n'y a rien de nouveau, vous n'aurez rien à ce niveau-là. Par contre, s'il y a des nouvelles rentrées avec des nouveaux éditeurs, c'est là où vous pourrez plus facilement trouver cette information. Donc, pareil, je vais quand même retourner sur le live. C'est plus facile, je pense, pour apprécier la démonstration. Donc, bon, alors je ne sais pas pourquoi ça revient tout le temps en anglais. Je suis désolée. Donc, le contenu, donc il y a les revues, les livres, les sources de référence. Donc là, c'est ce que je vous disais, les ressources récentes. Si je regarde, voilà. Alors là, j'ai pas accès aux premières ressources, mais si je descends, donc elles sont en cours d'installation, je pense. Donc il y a no more item. Ok. Donc là, pour le moment, c'est pas des ressources où on a l'accès. Si je retourne dans revue,
Donc, j'ai toujours la possibilité d'affiner ma recherche, hein, si je cherche uniquement les revues de Inari, par exemple, parce que là, j'en ai quand même 21 934. Si je veux aussi sélectionner par sujet, je peux le faire aussi depuis les revues. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'avais pris, je ne sais plus, je crois que c'est Health. Donc là, on arrive à 831 revues. Donc, pareil pour les livres, pareil pour les sources de référence. Donc là, les sources de référence, par exemple, ça va prendre toutes les ressources, les sources de référence des 5 collections. Après, vous pouvez les affiner sur le côté gauche de votre menu. Pareil pour la... Donc oui, une chose que je ne vous ai pas dit, donc une fois que vous affinez, par exemple là, donc on a affiné avec environnemental, donc par sujet et par éditeur John Wiley & Son, et on arrive, le premier titre qu'on retrouve, ce sera African Journal of Ecology, puisque c'est en ordre alphabétique. Les bases de données, basiquement, c'est toujours la même chose. Peut-être pas retourner sur le site vous montrer, mais pour vous dire que, par exemple, pour Inari, il y a évidemment PubMed. Après, il y a des sources de référence qui sont communes aux 5 collections et d'autres pas. Celles qui sont interdisciplinaires, ce seront Google Scholar, Dimension et Lens, par exemple. La recherche d'éditeurs, une chose qui est nouvelle et qui est bien pratique, c'est par exemple si vous feuilletez par éditeur, donc là c'est par ordre alphabétique, contrairement aux revues. Et je sais que ça c'est quelque chose qui dérange beaucoup nos utilisateurs, c'est de ne pas justement avoir l'ordre alphabétique pour les revues. Et je vais vous dire comment faire pour pallier à ce problème. Mais donc là, pour les éditeurs, si vous regardez par exemple John Wiley & Son, vous avez 4 entrées pour John Wiley & Son qui sont séparées par livre, revue, les bases de données. Donc ça vous aide aussi, si vous cherchez uniquement une base de données, à la trouver par l'éditeur également. Vous pouvez naviguer par sujet. Il existe 193 thèmes de sujets qui sont disponibles. Juste une façon de faire, hein, parce que la liste est longue, vous avez la possibilité de... donc je vais vous montrer si on cherche par sujet. Donc vous avez évidemment une très longue liste, mais vous avez la possibilité d'en prendre 100 par page, ce qui vous aide déjà à pu avoir que 2 pages, plutôt qu'une cinquantaine de pages. Donc ça, c'était naviguer par sujet. Donc là, maintenant, une des nouvelles spécificités de ce nouveau portail, c'est qu'il est accessible très facilement avec un téléphone portable. C'est-à-dire qu'il se met à la taille de votre écran, ce qui aide énormément les étudiants qui souvent travaillent depuis leur téléphone portable ou font des recherches. Donc ces facilités, c'est aussi la raison pour laquelle ce nouveau portail existe. Et je vais vous montrer, donc il existe le menu. Donc le menu, en anglais, on dit hamburger menu, puisque c'est 3 lignes comme un hamburger. En français, je ne pense pas que ça se laisse dire. Donc on va parler des 3 lignes. Donc les 3 lignes, c'est le menu. C'est le menu qui reprend le contenu et les collections. Là, c'est pour les téléphones portables, justement. Et vous avez recherche contenu et accès personnel. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer en live. Donc voilà, recherche de contenu. Si vous connaissez exactement le titre de la revue que vous cherchez, je vais prendre New England Journal of Medicine par exemple.
Voilà, vous pouvez dire titre de la publication, l'auteur. Donc, c'est une recherche booléenne. Donc, vous avez de quoi trier. Donc là, si je mets titre de publication, je fais ma recherche et je tombe directement sur le New England Journal of Medicine. Alors, certes, on ne peut pas retrouver dans les revues la liste alphabétique des revues. Donc, si jamais vous cherchez une revue spécifique, vous pouvez passer par le biais de recherche contenu, ici. L'accès personnel, c'est nouveau également, c'est pour vous créer votre espace. Donc, en vous inscrivant en tant qu'utilisateur avec votre propre adresse email et votre propre mot de passe, donc plus rien à voir avec le mot de passe de Research for Life, c'est vraiment pour votre accès personnel. Vous pouvez vous inscrire et ensuite vous pourrez sauvegarder vos recherches, fermer votre session, retourner sur votre session pour retrouver les recherches que vous avez faites et pour les trier, les supprimer depuis votre propre espace. Voilà. Après, là, c'était pour le... Donc ça, nous l'avons vu. Là, c'est pareil, nous venons de le voir. L'utilisation de Summon existe toujours. C'est-à-dire que, comme avant, vous avez toujours la possibilité de faire une recherche via Summon. Donc, c'est-à-dire que dans la page principale du portail, ici, voilà, c'est la fonction recherche fournie par Summon, exactement de la même façon que le portail précédent. Donc ça n'a pas changé. Si vous êtes connecté, là, on est connecté, donc vous avez accès à toutes les ressources dont vous devez avoir accès. Évidemment, si vous n'étiez pas connecté, vous aurez accès juste uniquement aux ressources qui sont données gratuitement. Il faut d'abord vous connecter au préalable pour faire votre recherche à travers Summon. Et après, une fois que je pense que tout le monde connaît un petit peu la recherche Summon, vous pouvez trier à travers Summon. Si vous avez besoin de plus d'explications pour la recherche Summon, nous avons un module qui s'appelle Navigation et recherche spécifique à une discipline. Et je vous invite à regarder sur le site de Research for Life et trouver cette présentation. Pour vérifier le contenu que les éditeurs vous ont donné à votre pays, à votre institution, il existe maintenant un rapport avec l'offre du pays qui vous permet de voir justement ce dont vous avez accès. Donc ça s'appelle offre du pays. Donc je vais prendre un pays du groupe B francophone comme le Gabon. Je vais dire que je suis une université. Je cherche et là je trouve l'accès complet à ce dont j'ai le droit. Donc il y a quand même 11 615 revues par exemple. Et ça c'est pour un pays du groupe B comme le Gabon qui a payé. Si vous n'avez pas pu payer votre abonnement, on va dire votre cotisation de 1 500 $ annuels, vous avez accès à 5 771 journaux. Donc ça vaut toujours quand même la peine d'utiliser Research for Life, même si on n'a pas payé, même si votre institution n'a pas payé la cotisation. On peut voir des signes devant, donc ça c'est tout ce dont vous avez accès quand vous êtes du Gabon en université. Et il y a différents signes aussi avec devant. Donc là, par exemple, on voit une étoile. Ça veut dire que l'année prochaine, ProQuest Wellcome Trust sera disponible. Quand c'est vert, hein, c'est accessible à tout le monde. Quand c'est avec le signe $, c'est des éditeurs qui vous offrent, même si vous ne payez pas les 1 500 $, par exemple, American Academy of Family Physicians offre deux journaux, de revues. Donc, c'est bien de savoir. Donc, pareil, si vous ne connaissez pas l'institution ou la catégorie d'institution à laquelle vous appartenez, quand vous êtes connecté,
vous pouvez le voir, hein, c'est écrit connecté en tant que. Et ensuite, vous pouvez donc vérifier ce dont vous avez accès. Voilà, c'est exactement. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Si vous souhaitez visiter notre site web, c'est là où vous retrouverez toutes ces informations, dont celle dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à le faire à researchforlife@researchforlife.org. Si vous voulez découvrir tout le matériel de formation, allez voir sur notre site web. Vous pouvez aussi participer à la newsletter en vous inscrivant et vous recevrez toutes les dernières nouvelles les plus fraîches. Vous pouvez visualiser nos vidéos où il y a des tutoriels aussi qui peuvent vous servir dans certains contextes. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Voilà, donc je vais regarder maintenant les questions avec ma collègue Maria si vous en avez. Si vous voulez les dire à haute voix, il n'y a pas de problème non plus. On est là pour vous écouter à présent. Donc je me tais et je vais regarder le chat. Donc je vois juste qu'on a des gens donc du Cameroun, je crois qu'il doit être 13h ou 14h maintenant peut-être. De Madagascar, super, Morocco. Ah mais je n'avais pas vu, super. Et des questions? Ok. Ah, quelqu'un s'est... Ah, pas de questions. Si, il y a une question. Ah, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. C'est Bitek Franck du Cameroun. Très bien. Vous avez donné le nom d'une ressource. Si on voudrait connaître comment ça se passe pour naviguer avec Saumon, mais le titre de l'ouvrage, ça allait tellement vite, j'ai pas eu la possibilité de retenir le titre de l'ouvrage. Alors, c'est pas un ouvrage. Je vais vous montrer en ligne. Ça sera plus facile. Donc, en fait, il faut venir sur le site de Research for Life. Donc, alors, attendez, parce que là, on est sur le portail, d'accord? Donc, il faut revenir sur le site en lui-même. Donc, vous pouvez le prendre en français. Et vous avez un onglet formation. Oui. Et dans le onglet formation, alors centre des bibliothécaires, Oui. vous avez toutes les présentations sur Research for Life, d'accord? Oui. Donc là, c'en est une, pardon. Plus en bas, plus en bas. Mhm. Plus, non, voilà. Là, vous avez en bas de page, oui, c'est vrai que c'est plus en bas. Merci, Kim. Vous avez donc le module 3, rechercher dans Research for Life en utilisant Summon. Et vous avez la présentation en français si vous cliquez sur French. Est-ce que vous l'avez? C'est presque fini. Est-ce que c'est bon? Je crois que c'est le monsieur du Cameroun qui posait la question. Bon, on va J'ai vu. prendre ça pour un oui. Parce que les micros étaient coupés tout à l'heure. Ah, pardon. Bon, Ok. Voilà. Donc, vous avez vu là, vous pouvez trouver toutes les ressources. informations en français. Si, c'est bon. Voilà. Très bien. Bah moi, je suis ravi. Hein. Je suis ravi que ce soit pour une première fois un Research for Life en français. Parce que la plupart du temps, quand il y a des webinaires, la plupart du temps, c'est en anglais. C'est vrai que nous sommes un pays francophone, bilingue. Mais quand l'anglais, ce n'est pas votre première langue, vous avez beaucoup de difficultés souvent à suivre. Oui, et c'est vrai qu'il y a plus de 23 pays, enfin il y a au moins 23 pays francophones dans le programme de Research for Life.
Et de plus en plus, on essaie de développer le français. Vous avez vu même le site web maintenant, il y a le français. Vous pouvez regarder les questions les plus fréquemment posées, elles sont en français également. C'est les questions qui arrivent le plus à notre helpdesk. Également, il va y avoir un MOOC qui commence le 2 novembre, si je ne me trompe pas. C'est sur une période de 5 jours ou 6 jours, je ne suis pas sûre, avec tout en français. Donc là, après, vous pouvez vraiment vous inscrire parce que vous aurez aussi justement la recherche Summon beaucoup C'est plus. déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà Parfait. fait. J'ai reçu la validation de ma candidature, je crois, hier. Ah C'est bah, c'est déjà fait. parfait. Donc vous aurez une répétition de cette présentation également. Donc désolé, ça sera redondant pour vous. D'accord. Alors il y a Paul Diop qui a levé la main. On vous écoute. Bonjour madame. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Bonjour. J'appelle du Sénégal. Tout à l'heure, en suivant, je voulais vérifier nos accès, mais apparemment, il me semble qu'ils ont été désactivés. Est-ce que c'est de ma faute ou alors c'est réellement ça a été désactivé? On était abonnés depuis des années, c'est la Bibliothèque universitaire de Dakar. Et en tant que point focal du Sénégal, on a toujours utilisé ces identifiants. D'accord. Alors, je vous invite à nous envoyer un email sans plus attendre parce qu'on ne déconnecte aucune institution. Aucune institution n'est déconnectée ou surtout vous êtes du groupe A, donc c'est à vie. Hein. Vous êtes connecté tant que vous êtes sur le groupe A, vous n'avez pas à payer et vous devez avoir accès. Donc, vous nous envoyez un email avec le nom de votre institution et votre pays et on regardera dans notre base de données ce qui se passe ou peut-être remettre les contacts à jour de votre institution. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en Et prie. agréable journée. Merci, pareillement. Alors, Si Monsieur Bitek, une autre question? Oui, une autre question, c'est par rapport à la préoccupation du monsieur qui m'a précédé du Sénégal. On a justement on a une institution ici au niveau de l'université de Chang qui a ce même problème d'accès à leur base de données. On a fait des réinscriptions plusieurs fois, mais jusqu'ici, ça ne prend pas. Oui, alors ce qu'on vous disait, enfin ce que je disais au début, il vaut mieux ne pas se réinscrire. Il vaut mieux regarder la liste des pays déjà. Si c'est une université, il faudrait qu'elle apparaisse si elle a été inscrite dans la liste. Est-ce que vous voulez que je vous remonte ou voir la liste des universités inscrites? C'est-à-dire? Quand je regarde la liste, justement, l'université de Chang, elle est déjà inscrite. Voilà. Elle est inscrite en tant que structure bénéficiaire du projet. Donc, étant inscrite, elle a toujours l'accès. Ce qui est possible, c'est que le bibliothécaire ou le directeur ont changé entre-temps et que le mot de passe, il s'est perdu. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils nous recontactent par email, hein, pas besoin d'écrire. Ils nous recontactent par email et on va, étape par étape, leur expliquer comment on va leur renvoyer un message de bienvenue avec tous les détails de connexion et le mot de passe. Donc, D'accord. J'ai vu un mail qui a été envoyé. Alors, si déjà il y a un mail qui est envoyé, c'est en cours de résolution, hein, parce que les emails, on répond dans les 24 heures au helpdesk, donc généralement, ça va très très vite. Hein. Je veux dire, oui, je vous avais demandé quand vous avez un mail et je vois une adresse mail que Maria Foch, elle a envoyée. Donc, c'est cette adresse-là qu'il faut écrire. Exactement. D'accord. OK. C'est noté. Parfait. Alors, je vais juste lire une question, je pense, de Irène. Il est possible pour une institution souhaitant s'inscrire à Research for Life d'avoir un identifiant, un mot de passe propre à chaque institution suite à sa demande de chez nous à Madagascar. Seules les institutions membres du réseau qui bénéficient d'un passe commune. Alors, si vous êtes dans une institution
qui est principale. Il y a différentes branches qui sont dans le même pays, dans la même ville. Effectivement, il existe juste un nom d'utilisateur et un mot de passe pour tous. Si j'ai bien répondu à la question, même si c'est une antenne de tout, enfin, après, il faudrait qu'on puisse avoir un peu plus de détails, mais en général, oui, le mot de passe et le nom d'utilisateur restent le même. Ok. Ah, ok, parfait. Merci, Irène. Voilà, alors j'ai pas idée de l'heure qu'il est parce qu'on a commencé un petit peu en retard, mais ça va, on reste dans les temps. Donc, On est dans les... voilà, c'est 5 semaines pour le MOOC. Donc, voilà, j'ai dit 5 jours, c'est à multiplier par 5. Je me suis trompée. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou sinon on peut terminer là-dessus ou s'il y a des choses que vous voudriez voir plus particulièrement sur le site? Ben, c'est vrai que là, avec le MOOC à venir, certainement, comme ce sera étalé dans le temps, 5 semaines, on aura certainement le temps de mieux appréhender au lieu de là maintenant un peu au pas de course, comme on est en train de le faire. Mais le MOOC, je l'avais suivi une fois en anglais. Il était très intéressant, mais la seule difficulté, c'est que c'était en anglais. Mais dans le temps, on avait reçu toute la documentation nécessaire. J'espère que ce sera le cas également pendant le MOOC en français. On recevait tous les documents à l'avance, qu'on lisait à l'avance avant de venir assister au cours. Et puis, il y avait des petites séances de questions-réponses comme ça, d'exercices. C'était très intéressant. Mais c'était Oui, en bah, anglais. voilà, mais là vous l'aurez en français et ce sera aussi complet que l'anglais, hein. Bien, D'accord. vraiment. Et là, et aujourd'hui, oui, c'était vraiment une présentation très brève et très, comme on l'a mis l'intitulé, c'était un tour d'horizon, juste pour montrer la différence entre l'ancien portail et le nouveau portail. Et de temps en temps, les questions qui arrivent souvent, ouais, c'est comment retrouver par rapport à l'ancien portail, il y a des choses qui existaient qui n'existent plus, et puis ça peut perturber un petit peu les utilisateurs. Donc juste pour répondre aux questions les plus récentes. Ah oui, et notre chef de projet qui vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec le MOOC en anglais. Donc on espère que le français sera aussi. Super. Alors ben, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en milieu d'après-midi. Euh, et puis normalement, parce que normalement, Haïti, c'est le matin, mais je ne pense pas qu'il y ait des gens d'Haïti en ligne. Très bonne journée. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok.